Ok, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo YouTube. J'ai déjà fait des interviews et des podcasts sur d'autres vidéos, sur d'autres chaînes YouTube. Mais celle-ci, ça sera ma toute première sur ma chaîne YouTube. Et c'est là où je vais vous expliquer mon histoire, mon parcours, on va dire mauvais élève, à cuisinier dans l'armée et ensuite à monter un fonds d'investissement régulier en Europe. Donc chapitre 1, tout commence à l'école. Je suis pas vraiment rentré dans le moule de l'école. C'est pas quelque chose que j'aimais. J'ai très tôt commencé à me tourner vers d'autres choses, hobbies, sport, jeux vidéo, musique, etc. J'ai tout de suite senti cette envie de suivre quelque chose de différent, ce qui n'a pas été possible au tout départ, vu que ma famille sont, on va dire, des personnes normales, donc CDI, etc. Et j'avais personne d'entrepreneur, de même un peu artistique ou de cadre, etc. Donc j'ai toujours été à la recherche très jeune de ce truc-là. Je rentrais pas dans le moule et le moule ne voulait pas de moi non plus d'ailleurs. J'ai passé toutes mes années de collège-lycée vraiment dans l'inconfort d'aller à l'école, l'inconfort d'échanger avec les professeurs, etc. Il y a quand même quelque chose que j'ai aimé, quelques matières, quelques apprentissages, etc. C'est surtout extrascolaire où je me suis tourné vers l'informatique, le jeu vidéo, le sport, beaucoup de sport, des instruments, j'ai testé beaucoup de hobbies, etc. J'avais commencé à lire des livres, etc. Et c'est plus extrascolaire que je me suis épanoui. Ensuite, mes premières expériences professionnelles, ça a été en cuisine. J'avais pas envie de faire de longues études, malgré certaines capacités. Je me suis tourné vers la cuisine, un peu par hasard, je l'avoue, au début. Et je suis tout de suite tombé, en vérité, amoureux de ce métier. C'est quelque chose pendant environ un peu plus de 4 ans que j'ai adoré faire. J'ai travaillé dans des restaurants gastronomiques et vraiment de la cuisine très poussée, très précise, avec des beaux produits, etc. C'est quelque chose que j'ai adoré. Mon premier contact du coup professionnel, ça a été de travailler 10, 12, 15 heures par jour dans un environnement chaud, où on se coupe, on se brûle, on est fatigué, on porte des choses, tout un environnement de brigade, donc très un peu militaire et très dur et très strict. Tout se passait bien quand je travaillais en cuisine. J'adorais ce métier. J'avais quand même un peu l'impression de pas être à ma place et du moins de toujours chercher quelque chose d'autre. Mon chemin était tracé, tout se passait bien, je pouvais avancer et faire quelque chose dans ce domaine-là, mais j'avais encore ce sentiment d'être un peu bloqué, de vouloir bouger, de vouloir faire quelque chose d'autre. Même pendant que j'étais en cuisine, je faisais du sport à côté, je cherchais d'autres hobbies, d'autres passions, d'autres métiers, etc. Et je voulais faire quelque chose d'encore plus compliqué, d'encore plus impactant, d'encore plus important. Et c'est là, ensuite, quand j'ai arrêté la cuisine, j'ai commencé à travailler un peu dans l'informatique, j'ai testé, j'ai fait 2-3 trucs à droite à gauche, commencé à me former, etc. Ça m'a plu et pas plu en même temps. Ça m'a plu parce que le côté informatique, mon père était dans l'informatique, moi j'ai goûté à l'informatique très tôt du coup, plus le côté jeux vidéo un peu geek où j'ai tout de suite baigné dedans, etc. Mais bon, à cet âge-là, beaucoup trop, je dirais turbulent pour tout ce qui est informatique, bureau, corporate, etc. Et je savais pas par quel bout prendre la chose, faire quelque chose comme 42 ou aller dans une école ou aller toquer à la porte de quelqu'un. Et ça m'a plu et déplu en même temps. Et j'aurais pu faire quelque chose dedans. J'imagine que le timing n'était pas bon. Et ensuite, j'ai commencé à m'entraîner physiquement. J'avais toujours fait du sport, j'ai toujours fait du sport depuis très jeune. Ça faisait quelques temps que je m'entraînais physiquement. Quand j'étais en cuisine, je parlais déjà de l'armée. Et surtout, quand depuis tout petit, je parlais de l'armée, etc. Donc je me suis dit, ok, c'est le moment de commencer à tester ça. J'ai commencé à faire les démarches, m'approcher des CIRFA, il me semble que ça s'appelle. J'ai fait des tests, j'ai fait des rendez-vous, je suis allé passer les tests, etc. etc. Et c'est là où j'ai incorporé l'armée quelques mois après. Depuis toujours, l'armée, c'est quelque chose qui m'attirait. Ce côté guerrier, martial, ce côté d'honneur, ce côté un peu chevalier, d'avoir un purpose, un but un peu plus important et vraiment un chemin de vie. Et du coup, j'ai fait les tests, etc. après le CIRFA et tout ça. J'ai intégré le 8e RPIMA dans le sud-ouest quelques mois après ça, après avoir passé les tests d'anglais, tests physiques, tests psychotechniques. Et j'ai passé 2 ans dans l'armée. Pour vous faire une courte image de ce que c'est, le 8e RPIMA, c'est un régiment d'élite, un régiment de combat et parachutiste et infanterie de marine. Dans ce régiment-là, du coup, c'est là où j'ai goûté vraiment extrêmement de rigueur, extrêmement strict, comme vous pouvez l'imaginer. L'armée, tout ça, unité de combat, infanterie, les grades, l'autorité. Donc au départ, on a vraiment les classes, pas de téléphone, on sort pas du régiment et même par la suite, il y a beaucoup de restrictions. Passer dans le régiment, il y a des grades de partout, il y a l'autorité, on est un peu sur le qui-vive, etc. Il faut répondre, il faut être présent. C'est pas simplement un métier un peu professionnel, c'est professionnel, mais c'est en direct avec l'armée, avec l'État, etc. Donc il y a vraiment une ambiance extrêmement particulière de rigueur, de respect des règles, etc., etc. et de devoir envers tout un tas de choses. Et donc on est découlé un an et demi de formation intensive, donc vraiment comme vous avez peut-être pu le voir dans des reportages, etc. Pas dormir, pas manger, épuisé physiquement, des stages d'aguerrissement, des stages tireurs de précision, des stages parachutistes et beaucoup d'entraînement physique, de tir,
de techniques, d'explosifs, etc. Quelque chose qui est extrêmement intense, extrêmement compliqué. Moi qui m'a vraiment plu dans ça, ce que j'avais déjà connu dans le sport auparavant, déjà connu dans les arts martiaux auparavant, et j'avais connu une version de ça aussi dans la cuisine auparavant. Et je me suis vraiment épanoui là-dedans. Tout ce côté strict, complexe et on va dire de challenge qui m'a plu. Et on a découlé 1 an et demi de formation. J'ai fini major de mes classes, tout se passait bien, avec quelques points noirs, on va dire, comment l'armée fonctionne et faite, etc. Mais je vais pas tout étaler ici. Moi, je voulais partir, je voulais aller plus loin. Et à ce moment donné-là, on va dire, dans ce timing, c'était pas possible. Du coup, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je reste ? Est-ce que j'attends ? Est-ce que je switch ? Et c'est en mission, en fait, tout simplement. J'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. J'étais sur mon ordinateur et c'est là où j'ai découvert Bitcoin. Il y a pas mal de militaires qui investissent dans l'immobilier. Donc j'avais déjà entendu un peu parler de l'investissement immobilier, ce qui avait déjà un petit peu tilté dans le sens où moi j'ai jamais entendu ça de toute ma jeunesse. Ni mes parents, ni ma famille, ni les profs, ni quoi que ce soit. C'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Et j'avais un ami de la même compagnie que moi, mais dans une autre section, qui se reconnaîtra peut-être s'il voit cette vidéo, qui investissait en bourse. Et donc quand on avait quelques pauses dans le régiment où on était en mission, je le voyais sur un écran avec des graphiques, etc. et il boursicotait. Et c'est quelque chose qui m'avait intéressé. Et juste après ça, en fin de mission, 70% de la mission effectuée, on avait un peu plus de temps libre, j'étais tout simplement sur mon ordinateur. Je tombe sur une vidéo tout à fait au hasard d'une personne qui fait encore des vidéos YouTube d'ailleurs aujourd'hui. C'est quelqu'un qui parle de technologie, etc. il me semble, et maintenant il fait un peu de storytelling. Et je tombe sur sa vidéo. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Donc pas du tout sur le prix, pas du tout sur des graphiques, pas du tout sur une pub de broker ou quoi que ce soit, ou un canal Telegram ou je ne sais quoi. Je tombe sur sa vidéo qui explique ce qu'est le Bitcoin. J'adhère tout de suite à la technologie et au côté anti-système, etc. machin, liberté. Et par la suite, du coup, je découvre le prix, qui à cette époque, j'ai découvert ça fin de la bear market. Donc je vois les prix qui font que osciller et par-dessus le côté technologique, etc. Je me dis tiens, il y a peut-être financièrement quelque chose à faire dans de la pure spéculation. Et en plus de découvrir ça, du coup, je commence à creuser parce que ça a piqué ma curiosité et c'est enfin quelque chose qui sort du moule. Et je me dis, ah, enfin, j'ai peut-être trouvé une porte de sortie. Et c'est là où je commence à tomber sur bourse, immobilier, business, rentier, entrepreneur, auto-entrepreneur, même ne serait-ce qu'indépendant, etc. Et là, c'est enfin la porte de la matrice qui s'ouvre pour moi. Du coup, je me renseigne énormément là-dessus. Je passe 99% de mon temps libre à manger du contenu de vidéos YouTube, etc. Surtout qu'à l'époque, on n'est pas du tout dans le même setup qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas grand monde sur YouTube et encore moins de monde qui parle de ça. L'avantage, c'est que il y avait pas de scammers à l'époque, ou alors il y a 90% des personnes qui étaient pas des scammers, qui faisaient du contenu pertinent. Les inconvénients, c'est qu'il y avait pas grand monde, il fallait trouver, c'était très niché, ça courait pas à les rues. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y avait pas cette vague de formation en groupe privé, etc. À l'époque, il y avait tout qui était quasiment gratuit. Toutes les informations de trading, toutes les informations d'investissement, toutes les informations de qu'est-ce que c'est le Bitcoin, qu'est-ce qu'il faut faire, machin, etc. Tout était gratuit et c'était le début de la naissance de si tu veux investir dans l'immobilier avec moi, j'ai une formation, mais au début il y avait beaucoup de contenu gratuit et donc j'ai dévoré tout ça pendant que j'étais à l'armée. Et donc quand je suis en mission, je me dis ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Soit l'armée me laisse aller où je veux et je continue l'armée et je fais ça à côté. Soit l'armée veut pas me laisser aller où je veux, veut me faire attendre, etc., etc. Et j'embrasse cette voie-là, je teste et moi aussi je veux devenir rentier, je veux avoir des voitures, voyager, etc. En revenant de mission, je leur dis que je vais quitter l'armée. Je quitte l'armée et day one, du coup jour 1, je me lance dedans sans savoir que l'investissement c'est compliqué, sans savoir que le trading c'est 0,1% de l'humanité, sans savoir que les entrepreneurs, il n'y a pas grand monde, sans savoir que c'est compliqué. J'avais déjà des notions en taxes, en TVA, en société, etc. Quand je dis des notions, c'est des petites notions, hein. On n'est pas sur des trucs mirobolants. Mais j'avais fait, quand j'avais travaillé en cuisine, j'avais eu une formation de taxes, de comment créer une société, comment créer son business, etc. Comptabilité et tout ça, je savais que ça existait, j'avais découvert ça là-bas du coup. Et du coup, je me lance day one avec toutes mes économies en mode bon, j'ai mes économies de côté, ça va payer le loyer, payer la nourriture, payer peut-être une formation, un peu de contenu, un rendez-vous avec un entrepreneur, etc. Et 2-3 tests dans l'investissement. Si ça marche, c'est parti. Si ça marche pas, au pire je repartirai à zéro. Du coup, première phase de test, je vais pas vous vendre du rêve comme absolument tout le monde sur tous les réseaux confondus. J'ai fait une tonne d'erreurs, j'ai perdu de l'argent dans une tonne de choses. Les peut-être 3, 5, 10 premières choses que j'ai lancées n'ont pas fonctionné ou ont fonctionné mais c'était pas fou non plus.
j'ai testé un peu de business en ligne, j'ai testé achat-revente de voitures, j'ai testé de monter une société dans l'immobilier, etc. C'est des choses qui ont quand même un peu fonctionné, mais ça faisait quand même déjà plusieurs mois que je regardais les graphiques littéralement jour et nuit. Pour ceux qui me connaissent de l'époque, ils pourront en témoigner. Et donc j'ai eu cette sagesse de regarder des graphiques pendant longtemps, surtout parce que j'étais encore dans l'armée et donc je pouvais pas regarder des graphiques et me connecter à je sais pas quelle heure, sortir mon téléphone, oui attendez, il faut que... Non, ça existait pas là-bas. Du coup j'ai passé beaucoup de temps à regarder les graphiques et j'ai commencé avec vraiment une petite somme d'argent, les hypothèses, les thèses que j'avais un peu montées à l'époque sur... Bon, je vais appeler ça du trading, mais pour l'époque on n'appellera pas ça du trading parce que ça n'en était pas. J'avais vraiment un seuil de compétence zéro, mais j'avais détecté des patterns, des choses qui se répétaient, etc., etc. Et donc je commence à tester avec un tout petit peu d'argent, je vois que ça marche, je mets un peu plus, etc. Pareil, je vais pas vous vendre du rêve, hein. J'ai eu de la chance, pour ceux qui ont un peu de compétences en trading et en investissement, et surtout en trading, j'ai eu la chance d'être rentable assez rapidement parce que j'ai passé quasiment un an sur les graphiques sans poser un seul centime, à part en démo, mais ça compte pas vraiment. Et la première fois que j'ai posé une fois 10 euros sur Coinbase que j'ai jamais retrouvé, une fois 100 euros sur Coinbase que j'ai jamais retrouvé. Pas que je les ai perdus, mais quand j'ai retiré, je les ai jamais reçus. À l'époque, c'est un truc qui était très connu. Mais voilà, la première fois que j'ai vraiment investi, j'ai posé 100 euros, ce qui était une partie que je pouvais perdre. Surtout qu'avec l'armée, avec cuisine plus armée, il y avait vraiment ce côté pas d'émotion, règles strictes, etc. Et je pense que ça m'a énormément servi pour le trading et l'investissement. Et donc, j'ai commencé avec 100 euros, j'ai vu que ça fonctionnait, que mes stratégies fonctionnaient, et j'ai commencé comme ça petit à petit. J'ai été rentable assez rapidement, j'ai eu une chance de timing, c'est-à-dire que après avoir regardé des graphiques et que je me suis lancé, le marché des crypto-monnaies s'est un peu réveillé, etc. Mine de rien, donc j'ai pas honte de le dire, j'ai eu de la chance de timing littéralement. Je suis tombé dans pas mal de scams. À l'époque, il y avait quand même une énorme, enfin à l'époque, maintenant toujours, mais on va dire que surtout dans les cryptos, mais avant il y avait des scams dans tout. Vraiment crypto, immobilier, bourse, n'importe quoi. Et étant donné que j'avais zéro network, je suis tombé dans plein de scams parce que c'est la seule porte d'entrée un peu pour les particuliers, qui est quand t'as pas de capital, quand t'as pas de compétences et de connaissances, tu tombes un peu dans les scams, dans les trucs que t'entends sur Facebook ou n'importe. Et je suis tombé dans quelques scams MLM, etc. comme vous pouvez l'imaginer. Du coup, je suis tombé dans des scams. D'ailleurs, j'ai rempli des papiers vis-à-vis d'une cour de justice il y a quelques jours en arrière pour me faire rembourser la somme de 10 000 euros. J'avais perdu à l'époque en 2019 10 000 euros. En vérité, j'ai perdu 47,5 Ethereum qui valaient 10 000 euros à l'époque, qui aujourd'hui valent peut-être quelque chose comme 200 000. Je suis tombé dans ce genre de scam, dans les robots de trading, etc. comme vous pouvez l'imaginer, les MLM, les Telegram, les groupes Facebook et donc toutes les pyramides de Ponzi. Je me suis fait parrainer, je me suis fait affilier. J'ai eu la chance d'être toujours très risque averse à ce genre de choses, donc j'ai jamais posé beaucoup. Mais je me suis vite rendu compte que l'investisseur / le client a tendance à toujours se faire baiser, alors que l'affiliateur et la personne qui parraine, bizarrement, l'argent coule à flot. Et donc je suis tombé dans robots de trading, MLM, sûrement des noms que vous avez entendus ces dernières années. Et c'est à cette période que j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des traders. Et c'est là où je suis vraiment monté en compétence et que j'ai enfin découvert le monde que je recherchais, vu que même quand je me suis lancé, en fait, au tout départ, je suis tombé dans ces scams, etc. Et j'étais un peu tout seul. Il y avait des vidéos YouTube, il y avait quelques gens que je croisais, mais c'était pas des gens extrêmement pertinents, pas des gens extrêmement avancés, et surtout pas mal de charlatans et de menteurs, etc. Plus les gens qui traînaient dans les scams, bon bah, soit des gens sans compétences, soit des gens qui sont là pour vous arnaquer. Donc on était vraiment pas sur la crème de la crème. J'ai découvert le livre aussi d'Idriss Aberken à cette période, quelque chose qui m'a un peu confirmé ce que j'étais en train de faire. Je suis tombé sur le livre par hasard sur une aire d'autoroute. C'est là où j'ai découvert Idriss Aberken pour la première fois, qui était le livre Libérez votre cerveau, et qui dans Libérer votre cerveau, quelqu'un qui a quand même 3 doctorats, etc., qui dit ok, l'école c'est pas si bien que ça, les diplômes c'est pas si bien que ça, etc., rentrer dans le moule c'est pas si bien que ça, etc. Et moi qui toute ma vie n'a pas rentré dans le moule, déjà parce que je rentre pas et parce que j'ai pas envie par dessus, plus le moule qui ne veut pas moi non plus, j'ai pris une énorme claque à ce moment donné là en me disant enfin j'ai eu raison de faire ça. Et là je me suis dit ok, c'est full throttle, donc c'est pleine accélération, je continue ce que je fais et c'est parti là-dedans. J'ai rencontré des entrepreneurs, des investisseurs qui m'ont donné des leçons, qui m'ont appris des choses. J'ai vu des gens du coup avancer dans l'entrepreneuriat, des gens qui avaient des sociétés, des gens qui avaient plusieurs sociétés, des gens qui avaient beaucoup d'argent en investissement, qui avaient touché à plusieurs marchés, etc. Et c'est également là à cette époque-là où j'avais déjà pour idée de monter un business parce que je voulais déjà devenir entrepreneur. Et en plus de ça, à la base, l'idée de monter un business vient d'un besoin de mon entourage qui me voyait avoir tout arrêté, etc. Qui voyait que je réussissais sur les marchés et qui ont commencé à me sortir des phrases très bateau du style je veux faire pareil. Moi aussi, je veux gagner de l'argent sur les marchés et ce genre de choses. Donc je me suis dit ok, j'aimerais monter un business. On est découlé, j'aimerais gérer l'argent des gens parce que c'est ce que je fais. Quand j'ai rencontré ces entrepreneurs, etc., j'ai commencé à parler à des gens qui étaient, on va dire, entre le spectre de conseiller en investissement à gestionnaire de fonds. Et c'est là où j'ai pris une énorme tarte dans la gueule de ok, si tu veux monter ce genre de business, déjà il y a des histoires de régulation,
réglementation, de lois, il faut du cash, il faut ci, il faut des compétences, il faut ça, il faut que des régulateurs t'acceptent, etc., etc. Et ça faisait déjà un moment que j'avais commencé à faire des gains en trading et en investissement, que j'avais des stratégies qui tournaient, surtout que j'avais passé certains steps, certains caps dans le trading et l'investissement. J'étais passé de je fais ça en mode il y a pas de stop loss, il y a pas d'analyse, il y a rien sur mon graphique, etc. quasiment. Je détecte des patterns, etc. quand même, mais voilà, je mettais tout mon capital, je mettais tout mon capital, je ressortais quasiment à chaque fois. Et là, ça faisait quand même plusieurs années que j'avais une réelle approche de gestion du risque, de stop loss, de gestion de portefeuille, de gestion de capital. J'avais déjà investi dans les cryptos, j'avais commencé à investir ailleurs, dans d'autres marchés. Je me suis formé, on était là plus dans du trading et de l'investissement, donc avec des indicateurs, etc., etc. Du coup, comme expliqué, je commence à réussir dans l'investissement. Les gens commencent à me connaître pour ça, autant mon entourage, ma famille que du network que je rencontre, l'envie d'entreprendre, les gens qui me disent ok, je veux faire pareil, etc., etc. Du coup, l'idée de monter un fonds d'investissement, j'avais aucune idée que ça s'appelait un fonds d'investissement à l'époque. L'idée de monter un business qui gère l'argent des gens, on va appeler ça comme ça. Et c'est là où je me suis heurté à ok, il faut des licences, etc. Donc j'ai commencé à faire des recherches à l'époque, en France, AMF, etc., machin. Là, je me suis heurté à ok, t'as pas fait beaucoup d'études, tu sors pas d'une grande banque, etc. Et donc pour eux, je n'existais pas. J'avais cette envie également de quitter la France pour des raisons fiscales, mais ça c'est pas la raison principale. Les autres vraies raisons, c'est l'envie de sortir de cette espèce de bulle qu'est la France, certaines mentalités. En plus de ça, pour l'entrepreneuriat, la finance, etc., il y a des années en arrière, on était vraiment encore beaucoup plus loin que ce qu'on est déjà aujourd'hui. J'avais envie de partir, j'avais envie de voyager, j'avais envie de découvrir des pays, j'avais envie vraiment de bouger de ce pays. À l'époque, je commençais à avoir quand même un réseau qui commençait à être plutôt correct, avec des gens pertinents et plutôt avancés. Et c'est à cette époque-là, je suis tombé sur une vidéo de Cédric du Bento, fonds d'investissement, investir en fonds d'investissement, etc. Et moi, j'avais commencé à déléguer dans des fonds d'investissement. Donc, dans la même temporalité où lui, il faisait des vidéos YouTube et qu'il venait de tester ça, moi également, c'est quelque chose que j'avais testé. Je tombe par hasard sur sa vidéo YouTube. À la fin de sa vidéo YouTube, il parle d'une communauté privée, etc. Je dis ok, c'est quelque chose qui me manque énormément. C'est vraiment ce côté de rentrer dans ce monde-là, de sortir, de m'extraire du monde d'où je viens et de rentrer dans ce monde-là, entrepreneur, investisseur, expatrié, rentier, etc. Des gens d'un autre type de mindset, des gens d'un autre monde, etc. Et donc, je postule pour entrer dans sa communauté, je rentre dans sa communauté. Et pendant ce temps, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que je montais des stratégies de trading et d'investissement, non seulement qui répondent à mes besoins, mais qui répondront aux besoins des institutions et d'investisseurs qui investissent dans des fonds d'investissement. Donc pour ceux qui s'y connaissent, des stratégies professionnelles, des stratégies sécurisées, pas de trucs dégènes, de trucs bizarres ou volatiles ou super risqués. Et c'est parce que c'est déjà ce que je faisais pour moi à la base, vis-à-vis que mon patrimoine avait grossi. Et la vérité, c'est que plus votre patrimoine grossit, normalement, vous êtes de plus en plus averse au risque, vous devez de plus en plus gérer le risque. Et avant même de se dire je peux gagner tant sur cette chose, c'est combien je peux perdre, comment, où, etc. Et donc c'est des stratégies que j'avais commencé à mettre en place aux alentours de 2019-2020. Ça faisait déjà pas mal de temps que je m'enseignais. J'avais compris qu'il fallait des licences, j'avais compris qu'il fallait des autorisations, j'avais compris qu'il fallait sûrement des employés, répondre à certaines demandes des régulateurs. J'avais compris aussi qu'il fallait aller poser un billet assez sévère et qu'il fallait passer un peu cette étape d'adoubement des régulateurs. Et j'ai fait des recherches sur plusieurs pays en Europe. Et donc je suis passé par avocat, fiscaliste, etc. pour trouver dans quel pays je pourrais monter mon fonds d'investissement. Du coup, je me suis tourné vers l'Estonie, vu que c'est un pays propice à l'innovation, très technologique, très en avance au niveau informatique, au niveau digital, etc. Et c'était un pays qui avait pour réputation d'être assez rapide sur tout ce qui est administration. Et donc, comparé à la France, comme vous pouvez imaginer, entre les taxes, l'administration, la fermeture d'esprit, etc. Déjà, j'avais envie de partir, mais je me suis tourné vers l'Estonie pour monter ça. Donc, je suis parti en Estonie début 2021 et j'ai commencé en juillet 2021 à faire toutes les démarches pour licence, enregistrement, autorisation, etc. Après plus d'1 an d'efforts, de démarches, d'échanges avec des avocats, d'échanges avec les régulateurs, d'échanges avec l'État, etc., de payer des avocats, payer des frais à l'État, etc., etc., j'ai enfin eu ma première autorisation, mon premier enregistrement pour avoir le droit de gérer des fonds. Donc, pour vous faire une courte introduction pour ceux qui s'y connaîtraient pas dans les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement, etc. C'est pas juste un nom. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de sociétés qui se disent fonds d'investissement, sociétés d'investissement, etc. qui sont des scams, qui sont non régulés, qui n'ont pas les licences pour se prétendre comme ça. Comme quelqu'un qui est conseiller en investissement, il doit être reconnu par une autorité, il doit avoir passé des tests, avoir été validé par cette autorité pour se dire conseiller en investissement. Et après ça, ça veut dire qu'il a le droit de faire telle activité sous certaines conditions, sur peut-être un certain marché, dans certaines lois, sur un certain type de clients, etc. C'est vraiment pas tout le monde qui peut ouvrir ce genre de choses. C'est extrêmement cher, extrêmement long, et il faut être autorisé, surtout au-delà de c'est cher, c'est long. Il faut ne serait-ce que
les régulateurs vous disent vous avez le droit. On est dans ce niveau de difficulté là. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont déjà tout ce qui est un peu offshore, tout ce qui est dans des pays un peu fragiles en termes juridiques, tout ce qui est en dehors de l'Europe la plupart du temps, même si États-Unis, certains pays d'Asie, etc. sont extrêmement régulés et tout va bien. L'Europe est quand même considérée pour être l'endroit le plus difficile en termes de régulation, ce qui est un avantage comme un inconvénient. Et donc ça m'a pris en tout 1 an pour avoir ma première autorisation, enregistrement, 1 an de plus pour avoir une autre licence d'institution financière, et ensuite j'ai repris 1 an de plus parce qu'il y a énormément de papiers, ce qu'on appelle les statuts en français, donc les bylaws en anglais. Et donc pour ce genre de société, il y a des centaines, si c'est pas des milliers de pages stipulant qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec qui, quel type d'employé on a, qui sont les détenteurs de la société, qui sont ceux qui la dirigent. Il faut un certain type d'employé, une certaine structure informatique, une certaine structure bancaire, une certaine structure d'assureur, de broker, etc. Et donc 3 ans d'aller-retour avec les avocats, d'aller-retour avec les régulateurs, d'aller-retour avec l'État, vu que vous traitez directement avec l'État, la Banque centrale, également d'aller-retour avec tout ce qui est registre de commerce, etc. Donc vraiment plusieurs layers, c'est pas j'ouvre une LLC, j'ouvre une LTD, j'envoie 200 balles, je remplis mon nom et ciao. C'est un process extrêmement long, extrêmement cher. Les moindres frais d'État, c'est 5 ou 10 000 à chaque fois. Les moindres frais d'avocat pour des contrats, on peut aller à 100 000 euros. Pour des statuts de société, en fonction du nombre de papiers que vous avez besoin, vous pouvez rajouter 100 ou 200 de tous les papiers dont vous avez besoin. Et pour la structure de la société elle-même, qui est une structure du coup complexe, où il faut un certain type d'employés, une team compliance, une team comptabilité, une team qui vérifie les résultats, les entrées d'argent, les sorties d'argent. Il vous faut un compte bancaire un peu spécial, des brokers spéciaux, ce qu'on appelle des prime brokers ou des brokers qui vous avez des accords qui sont pas les mêmes que quand vous êtes un particulier. Entre-temps, en plus de ça, quand je suis arrivé en Estonie et pendant que je faisais les démarches, etc., l'Europe s'est resserrée en termes de régulation, s'est recomplexifiée et a resserré un peu les vannes. L'Estonie par-dessus s'est resserrée également. Ils ont commencé à demander des choses plus strictes. Ils ont commencé à faire patienter les gens plus longtemps, à faire payer plus cher et à demander, comme j'ai expliqué, en termes d'employés, en termes de structure, etc., beaucoup plus de choses. Et en termes de papier également. En plus de ça, au milieu de tout ça, se glisse un bear market qui, pour tous ceux qui sont dans le marché des crypto-monnaies, peuvent l'imaginer, que vous montiez un fonds, un broker, une société, une fintech, ce que vous voulez dans le monde des crypto-monnaies. D'un point de vue entrepreneurial, le bear market est le meilleur moment pour construire. D'un point de vue business opérationnel, c'est pas le moment de le lancer. Parce que dans les crypto-monnaies, il y a vraiment ce côté, du moins pour les retail, un peu moins pour les initiés et encore, il y a vraiment ce côté, peut-être qui va disparaître avec la maturité du marché, qui est beaucoup d'intérêt. Tout le monde en parle, les gens en parlent tous les jours. Sur les réseaux, il y a des vagues de oui, ceci, oui, cela, oui, telle nouvelle, oui, moi j'avais acheté à ce prix-là, je suis milliardaire, etc. Et donc, tous ceux qui lancent quelque chose, qui veulent lancer une société de tout type dans le marché des crypto-monnaies, on sait vraiment qu'il y a un mode on et un mode off. Et donc, pendant le bear market, c'est très bien de construire, mais de lancer quelque chose, ça sera là où vous avez potentiellement le moins d'intérêt, le moins de chances de trouver une quantité de clients, etc. élevée. Et donc, j'ai dû patienter également à cause de ça, qui a rallongé le temps de création. En tout, on va dire sur 3 ans, de payer tous les avocats, l'État, les frais, les employés, etc., plus les brokers, plus faire tourner une stratégie, plus apporter du capital, etc. Je vais dire un chiffre qui diffère du pays dans lequel vous ouvrez, du niveau de licence que vous voulez et de si vous êtes déjà formé en termes juridiques, etc. J'ai payé beaucoup d'argent avec les avocats dans le sens où avant d'ouvrir ce fonds-là, j'étais pas très formé en termes juridiques et donc j'ai dû travailler beaucoup avec les avocats et donc j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les avocats. Tout et pour tout, ça a dû me coûter à peu près un demi-million d'euros. Surtout parce que les avocats m'ont coûté beaucoup d'argent, dans le sens où si vous n'êtes pas formé juridiquement, il vous faut une source d'information. Il vous faut un conseil, une information et quelqu'un qui effectue. Déjà pour ce type de société, il vous faut des avocats pour écrire les contrats, pour vérifier les contrats, pour échanger avec les régulateurs. Et donc déjà, ça a un coût. En plus de ça, à l'époque, je connaissais déjà un petit peu les lois européennes vis-à-vis du blanchiment d'argent, vis-à-vis des KYC, vis-à-vis du gestionnaire de fonds, etc. Mais les lois se sont resserrées et il y a ce qu'on connaît de la loi, ce qu'il y a écrit dans la loi, comment les gens l'interprètent et comment ça marche vraiment. Et en plus, en dernier layer, comment les régulateurs vraiment traitent avec la loi. Et donc, la plupart de l'argent investi vient des avocats et également le fait que j'ai attendu plus longtemps que prévu. Vu que quand je suis arrivé en Estonie, on m'a dit oui, c'est rapide, c'est plié en 1 an, on va dire. Il me disait moins que ça, il me disait à peu près 6 mois. Mais on va dire que c'est plié en 1 an. Au final, j'en ai attendu 3. Les régulations sont 10 fois plus compliquées qu'elles étaient auparavant, 10 fois plus strictes, plus chères et plus longues. Et du coup, au lieu de dépenser 1, je me suis retrouvé à dépenser 10. Ce qui est en soi une bonne nouvelle parce que toute la structure de la société fait en sorte que le client est protégé, fait en sorte que l'investisseur
fait en sorte que l'investissement est transparent et donc ça reste une bonne chose dans la finalité. Dans le sens où si vous investissez avec quelque chose de régulier comme ça, il n'y a pas d'histoire de on va partir avec la caisse, c'est impossible. Il n'y a pas d'histoire de vous avez posé 100, on vous avez fait gagner 10, mais on vous dit qu'on vous avait fait gagner 5, etc. Tout est régulé, tout est vérifié, tout est transparent. Donc l'investisseur, quand il vient, il sait dans quoi il investit, il comprend dans quoi il investit, il sait quels sont les chiffres, quelle est la temporalité, etc. Donc c'est vraiment l'investissement professionnel, institutionnel, avec une approche vraiment portée sur le risque, réduire le risque au minimum, réduire la volatilité au minimum. Je vais bientôt faire des vidéos YouTube parlant de ce sujet pour vous faire comprendre, pour vous faire passer le message du risque et de la volatilité, comment ça fonctionne réellement, comment l'interpréter et vraiment passer de ce côté retail, de ce côté particulier à professionnel. Le côté risque, le côté management, le côté volatilité, c'est quelque chose d'hyper important et ça change réellement la différence entre un investisseur qui a posé 100 en 2010 jusqu'à 2020 et un investisseur qui a posé 100 en 2010 jusqu'à 2020 mais qui a réduit sa volatilité, qui a réduit son risque et surtout c'est extrêmement pertinent quand ça baisse, quand il y a des signes noirs et le jour où il y aura une crise comme on en a connu la dot-com bubble ou en 2008 et dans ce genre de situation sans approche professionnelle, soit vous êtes out du marché par chance, par timing, par ce que vous voulez, soit vous êtes mort, tout simplement. Et du coup, voilà, vous avez déjà les bases de mon histoire de cuisinier à militaire. J'ai créé un fonds d'investissement qui est sûrement un des premiers fonds d'investissement déjà en Europe, ça c'est sûr, étant donné la difficulté, mais également au monde d'avoir des vraies régulations de fonds d'investissement, d'institutions financières dans les crypto-monnaies. Je suis pas PSAN, je suis pas VASP, je suis pas au Panama ou je sais pas où avec en vous disant oui, t'inquiète, envoie-moi tes cryptos, t'en fais pas. J'ai des vraies licences, j'ai des vrais contrats, j'ai des vrais statuts de société, on a une équipe, on a des softwares, on a tout un système d'achat de parts dans le fonds, etc. Donc vraiment un investissement régulé et transparent. Notre mission est simple, c'est de rendre l'investissement professionnel avec une approche de régulation pour apporter tout ce niveau sécurité, une approche professionnelle pour les particuliers. Pourquoi je fais ça? Parce que je viens pas de ce monde-là. Moi aussi, j'étais un particulier au début. J'ai perdu de l'argent, je suis tombé dans des scams, je suis tombé dans des MLM et vraiment il y a une espèce de barrière qui s'est un peu réduite ces dernières années avec toutes les nouvelles fintech, les nouvelles solutions qui viennent, qui justement un peu brise cette barrière qui raccourcit cette crevasse entre particuliers et professionnels. Et j'aimerais apporter, pour l'instant seulement dans le marché des crypto-monnaies, mais dans le futur sur d'autres types de marchés, cette approche professionnelle, régulée, sécurisée, autant en termes juridiques qu'en termes fiscaux et surtout en termes de trading également dans la finalité, pour les particuliers à un biais d'entrée qui est quand même extrêmement moindre par rapport à la plupart des fonds. Et surtout, au-delà de ça, les vidéos YouTube qui vont vous expliquer vraiment l'envers du décor, comment ce monde professionnel fonctionne, comment comprendre un fonds d'investissement, comment comprendre un investissement, etc. Notre mission est simple, c'est rendre l'investissement professionnel et sécurisé accessible à tous. Accessible aux particuliers, comme j'ai pu vous l'expliquer, parce que j'ai connu ça avant, je sais ce que ça fait d'être un particulier, et donc dans la finalité, j'aimerais supprimer tous ces layers, toutes ces barrières qui séparent l'investisseur particulier de l'investisseur professionnel. Et voilà, cette vidéo se conclut sur mon histoire, sur mon parcours. J'espère ne rien avoir oublié. Il y a encore peut-être plusieurs petits détails pour ceux qui sont plus curieux, etc., qui ont peut-être l'occasion d'échanger avec moi pendant un call ou n'importe, de me poser plusieurs questions. Le but de cette chaîne YouTube, ça va être de vous expliquer vraiment l'envers du décor, de vous faire parvenir des informations plus professionnelles, plus institutionnelles pour les particuliers, pour ceux qui ont envie de pousser dans l'investissement, pousser dans le trading, comprendre comment tout le monde de l'investissement fonctionne, comment détecter un bon investissement, comment comprendre le risque, comment comprendre les potentiels rendements, etc., etc., et comment ne pas vous faire avoir sur les frais, sur les termes de contrat, les entreprises non régulées, sur tous ceux qui vous vendent du rêve, tous ceux qui vous font un petit peu FOMO, et vraiment que vous puissiez avoir les armes, que ce soit avec moi ou un autre professionnel, investir dans des solutions régulées, sécurisées, où vous comprenez la temporalité, le risque, le rendement et qui vont vraiment faire la différence entre un particulier et un professionnel. Le début du pouvoir, c'est la connaissance. Donc si tu souhaites approfondir tes compétences dans le monde de l'investissement, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc si tu souhaites en apprendre davantage sur Sparkor ou si tu veux tout simplement échanger avec moi, tu peux me retrouver sur LinkedIn, par mail. Tous les liens seront dans la description. C'était Paul-Antoine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.